Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre chronique chiropratique, toujours en notre compagnie, le docteur Cynthia Pitre. Et cette semaine, on parle de l'énurésie et Madame Pitre va nous en dire plus sur ce sujet. Alors, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, et vous? Extrêmement bien. Donc, on parle, le sujet cette semaine, l'énurésie. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez... assez fréquent, disons, surtout pour les parents. Les parents savent un petit peu de quoi qu'on va parler. Donc, c'est sûr que, généralement, n'importe quel parent, ça lui est déjà arrivé d'être obligé de changer le lit de son enfant en pleine nuit parce que, justement, il avait mouillé son lit. Donc, l'énurésie, c'est ça. Quand on parle d'énurésie nocturne, c'est le fameux pipi au lit. Donc, souvent, ça va se produire jusqu'à environ 4 ans, puis peut-être un petit peu plus tard. Fait que à ce moment-là, on considère que c'est normal dans le développement de l'enfant. Quand ça 4-5 ans, là, c'est encore normal et on n'a pas à s'inquiéter. Mais dans le fond, quand est-ce qu'on doit commencer à s'inquiéter? C'est un petit peu ça la question qu'on va se poser aujourd'hui. Donc, comment définir l'énurésie nocturne? Donc, l'énurésie nocturne, dans le fond, normalement, ça va se résorber à partir de l'âge de 5 ou 6 ans. Ensuite de ça, la plupart du temps, les incidents vont se produire quand même de façon occasionnelle. Puis, dans plusieurs cas, la situation ne va pas requérir l'intervention d'un professionnel de la santé. Si on regarde au niveau de la Société canadienne de pédiatrie, eux, ils disent qu'il y a environ 15% de tous les enfants de 5 ans qui mouillent leur lit. Donc, à ce moment-là, c'est quand même, on reste encore dans la normale, même si notre enfant a 5 ans puis qu'il mouille encore son lit, on est encore dans les normes. Ensuite de ça, si on regarde, ce chiffre-là va passer entre 6 à 8% à l'âge de 8 ans, puis 2% à 15 ans. C'est sûr que là, à 15 ans, c'est plus problématique, là, mais puis à 8 ans, il y en a quand même encore 6 à 8% qui vont mouiller leur lit. Généralement, ça va être les garçons qui vont être plus vulnérables que les filles. Puis dans le fond, il existe 2 sortes d'énurésie. Donc, on a la première forme qui est dite primaire, c'est-à-dire qui est détectée lorsque l'enfant, depuis sa naissance, n'a jamais appris à être propre durant son sommeil. Donc, il n'y a jamais eu une nuit où, dans le fond, il n'y a pas eu de pipi, là, il n'a jamais été propre durant son sommeil. Donc, ça, on parle d'énurésie primaire. Ensuite de ça, quand on regarde au niveau de l'énurésie qui va être dite secondaire, à ce moment-là, c'est que souvent, elle va se manifester environ 6 mois après que l'enfant a commencé à dormir au sec. Donc, ça va bien, on ne fait plus de pipi, puis tout d'un coup, oups, l'enfant recommence à faire des pipis, puis ça se poursuit quand même. Dans ce cas-là, l'énurésie va être considérée comme un symptôme d'un autre trouble, à identifier comme par exemple, ça peut être physique, diabète, anémie, ou encore ça peut être vraiment par exemple comme un stress psychologique. Donc, quand on a un enfant qui devient propre, puis que par la suite, environ 6 mois, 4, 5, 6 mois après, ou même plus tard, commence à avoir encore des pipis au lit, à ce moment-là, il faut s'inquiéter, il faut vérifier s'il n'y aurait pas autre chose, parce que c'est pas normal, étant donné qu'il était propre auparavant. Mais c'est sûr que, par exemple, pour trouver une solution durable puis efficace à l'énurésie secondaire, ça va impliquer généralement un bilan de santé complet pour vraiment identifier la source du problème. Donc, c'est vraiment quand on a un enfant qui devient propre, puis que par la suite, on recommence à avoir des pipis au lit, là, il faut s'inquiéter, là, il faut consulter. C'est à ce moment-là que ça devient problématique. Là. Pourquoi il y a des enfants qui vivent avec ce problème-là? D'où est la cause? Bien, dans le fond, c'est que l'incontinence nocturne, ça peut survenir en raison, par exemple, d'une infection urinaire, ou encore ça peut être motivé par une maturation plus lente au niveau du fonctionnement de la vessie dans le processus de croissance. Il y a ces 2 raisons-là. Il y a aussi le cycle de sommeil qui peut l'expliquer. C'est-à-dire qu'il y a certains enfants qui dorment tellement profondément qu'ils ne ressentent pas la sensation ou l'envie de faire pipi, donc ils font pipi au lit. C'est vraiment, ils dorment trop dur pour se rendre compte qu'ils ont envie de faire pipi, donc c'est pourquoi on a la difficulté à les mettre propres durant la nuit puis que le pipi persiste. Finalement, ça peut être vraiment des questions de génétique. Ça peut même être génétique. Hein? Oui, parce que dans le fond, si on regarde, si les parents ont eux-mêmes souffert d'énurésie nocturne, si on parle de un ou l'autre des parents, à ce moment-là, on va avoir 25% de chances que notre enfant va développer ce problème-là. Puis si c'est les 2 parents qui ont vécu cette situation-là, on a 65% de chances que notre enfant développe de l'énurésie nocturne. Donc, il y a quand même une certaine hérédité là, à ce niveau-là aussi. Est-ce que c'est bon de privilégier l'approche naturelle pour essayer de régler ce genre de problème-là? Bien, c'est sûr que les fuites durant le sommeil, parfois, ça peut devenir un problème
plus sérieux si ça vient affecter l'estime personnelle de l'enfant. Puis qu'on va avoir aussi un petit peu un sentiment de honte, il ne voudra pas aller coucher chez des amis ou aller dans un camp de vacances parce qu'il sait qu'il va mouiller son lit. Donc là, ça devient quand même assez problématique, ça devient plus problématique à ce moment-là. Si on regarde au niveau, par exemple, de la médication, il y a la prescription de médicaments comme ce qu'on appelle le DDAVP, c'est-à-dire de l'acétate de desmopressine antidiurétique. Je ne le répéterai pas 2 fois. c'est un des médicaments, puis l'autre, c'est l'imipramine, qui est un antidépresseur, celui-là. Donc, mais sauf que souvent, avec ces médicaments-là, on règle une bonne partie du problème, mais il y a quand même des effets secondaires. On peut parler de crampes à l'estomac, de nausées, des migraines, d'arythmie cardiaque, d'hallucinations, puis de tremblements des muscles. Donc, quand on est rendu à la médication, c'est vraiment parce que peut-être on a essayé bien des choses, puis il n'y a vraiment rien qui fonctionne, puis on n'a pas le choix, là, parce qu'à quelque part aussi, si l'enfant est très, très insécure avec ça, c'est pas mieux non plus. Donc, il y a la solution, les médicaments. Mais il y a aussi la solution naturelle, comme par exemple, on va parler avec les chiropraticiens. Nous, on va l'aborder comme si c'était un trouble neuromusculo-squelettique, plutôt qu'un trouble comportemental. Parce que dans le fond, nous, ce qu'on va se dire, c'est bon, il y a le contrôle des sphincters, c'est-à-dire ce qui permet de retenir l'urine, qui est assuré par le système nerveux. Donc, lorsqu'on a une subluxation au niveau des vertèbres lombaires, c'est-à-dire au niveau des vertèbres du bas du dos, la contraction de ces sphincters-là peut, dans le fond, peut être pas assez efficace, puis justement mener à des pertes d'urine. Donc, si on fait, par exemple, on vient travailler au niveau de la colonne lombaire, prescrire certains exercices pour renforcer le plancher pelvien, avec d'autres thérapies médicamenteuses aussi, à ce moment-là, on peut avoir quand même certains résultats là, avec certains enfants, ça peut faire une différence. Donc, quand je parlais des d'autres thérapies médicamenteuses, on peut parler à ce moment-là de ce qu'on va appeler un système d'alarme, un dispositif d'alarme dans le fond. Qu'est-ce que c'est ce dispositif-là? C'est un petit peu comme un réveil matin. Quand que l'alarme capte une humidité au niveau du lit, elle se déclenche. Donc, des fois, progressivement, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'enfant va apprendre à éviter, dans le fond, ce système d'alarme-là en progressivement détectant son envie ou encore même en le retenant jusqu'au lendemain matin. Donc, parfois, ce système-là peut fonctionner aussi. Puis, si on regarde au niveau des études qui ont déjà été faites, il y a une étude qui a été publiée en septembre 2010 dans le journal Journal of Pediatric Maternal and Family Health. Donc, lui, ce qu'il me démontrait, c'est les bienfaits des soins chiropratiques sur un enfant âgé de 9 ans qui souffrait d'énurésie. Donc, on a des études de cas comme ça qui ont ressorti au cours des années qui démontrent que la chiropratique peut quand même avoir un effet avec les enfants. C'est un cas là, parmi tant d'autres, donc il faut s'informer. Mais c'est certain que comme dans bien des... Tu sais, on a parlé les dernières semaines, les otites, l'acouphène, les sinusites, puis tout ça. Fait que c'est des conditions que oui, on peut avoir un impact, mais c'est pas nécessairement. Donc, on y va, on fait un essai, parfois ça fonctionne, des fois ça fonctionnera pas. C'est vraiment si c'est un trouble neuromusculo-squelettique qui est la raison de l'énurésie, à ce moment-là, on peut avoir un impact puis ça peut se régler. Mais si c'est vraiment plus psychologique, plus comportemental, là, souvent, on n'aura pas d'impact à ce niveau-là. Fait que c'est vraiment, essayer de voir plus qu'est-ce qui est la cause, puis on fait un essai, on voit si ça fonctionne, si on peut avoir des résultats. Donc, finalement, quelques petits conseils aussi pour essayer de réduire les pipis au lit chez les enfants. Donc, bien entendu, restreindre les liquides, surtout ceux qui contiennent de la caféine avant le coucher. Éviter de culpabiliser l'enfant. C'est inutile, puis souvent, c'est susceptible de créer l'effet contraire. On va plus le stresser encore avec ça, donc il va encore plus faire pipi au lieu de régler le problème. Ensuite de ça, établir une routine de pipi avant d'aller au lit. Privilégier les régimes riches en vitamine B, puis réduire la consommation de produits laitiers. Il semblerait que ça aurait un impact aussi sur l'énurésie nocturne. On sait que le verre de lait avant le dodo est très populaire. Hein? Oui, exactement. Ensuite, s'informer sur les exercices de renforcement musculaire à effectuer parce que la vessie contient quand même un muscle. Donc, si on peut renforcer la vessie, parfois ça peut changer bien des choses. Il y a certains exercices qui sont possibles là, à ce niveau-là. Puis ensuite, faire comprendre à notre enfant que les nuits au sec sont
c'est sa responsabilité. Là. C'est pas juste dire « Ah, ben c'est pas grave, si je fais pipi, maman va venir changer le lit de toute façon. » Essayer de le responsabiliser un petit peu. Par là. rapport à cette situation-là. Oui, exactement. Donc, c'est tout. J'espère que ça va quand même avoir aidé les gens qui ont des enfants qui ont ce problème-là. Puis c'est sûr que 4-5 ans, même si un enfant fait encore pipi au lit, on peut pas commencer à s'inquiéter. C'est vraiment, comme je l'ai dit au début, on s'inquiète quand il y a une période où l'enfant est propre, puis il recommence à faire pipi. Là, on doit consulter, voir qu'est-ce qui se passe. C'est sûr que si à 8 ans, il fait encore pipi au lit, là, c'est différent. Mais à 4 ans, 5 ans, là, c'est encore quand même... Ça fait encore partie de son développement normal. Faut pas paniquer. Non, exactement. Donc, si on vit un problème comme ça avec un de nos enfants ou qu'il y a une connaissance proche de nous, c'est de consulter un professionnel de la santé. Oui. Et en ce qui concerne la chiropratique, peut-être rappeler vos coordonnées. Oui, donc moi, je suis située au 497-201 rue Hôtel-de-Ville à Chenard. Et vous pouvez me contacter au 689-2447. Donc, c'est ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Oui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci. Bye bye.